Bonsoir à tous, 45 minutes de Bouge la France, ce soir tout droit, sans journal. On va commencer avec l'avocat du soldat Chalit qui viendra nous parler des dernières informations qu'il a puisqu'il revient d'Égypte. Donc Stéphane Zerbib sera mon invité dans quelques instants. On enchaînera avec Sabine Cordès qui est notre chroniqueuse justice qui nous parlera de ce double meurtre de Français à Londres auquel la police anglaise et londonienne s'intéresse particulièrement. Et puis le nouveau regard sur les prisons jeté par Jean-Marie Delarue qui est le nouveau contrôleur général des lieux privatifs de liberté. Il nous expliquera son programme. Marie-Laetitia Bourriez, elle, nous parlera de l'Europe et de Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé ce matin à Strasbourg et qui a fait les yeux doux à l'Europe en particulier. Et puis on terminera avec un face-à-face sur le thème des déclarations de Ségolène Royal qui faisait le lien, vous le savez, entre le cambriolage chez elle et la mainmise de Nicolas Sarkozy et de son clan. Donc Ségolène Royal pète-t-elle un câble, comme le dit l'UMP? C'est la question qui sera posée à David Assouline, proche de Ségolène Royal, et Patrick Balkany, proche de Nicolas Sarkozy. Ce sera dans quelques instants. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. On attaque tout de suite avec Stéphane Zerbib. C'est en accueillant Ingrid Betancourt que Nicolas Sarkozy a évoqué le destin du soldat franco-israélien Chalit, toujours aux mains des extrémistes du Hamas dans la bande de Gaza. Avocat de la famille Chalit, Stéphane Zerbib revient d'Égypte. Il réserve à Public Sénat les toutes dernières avancées d'un dossier toujours bien trouble. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. D'abord, précision, on ne parle plus du soldat Chalit, vous voulez plus de ça, vous voulez qu'on parle du citoyen Chalit, pourquoi? On parle aussi du citoyen Chalit, qui est citoyen franco-israélien, parce que il est soldat dans le cadre d'une conscription obligatoire, mais il est surtout citoyen dans la vie de tous les jours. Et c'est important de le rappeler. Bon, vous êtes venu juste avant votre voyage en Égypte. Vous en revenez, est-ce qu'il y a des avancées, lesquelles? Il y a d'importantes avancées. Nous étions avec les négociateurs égyptiens, qui sont les négociateurs privilégiés dans ce dossier. Nous avons obtenu un certain nombre d'informations, notamment la confirmation que Gilad Shalit était bien à Gaza, qu'il était toujours dans les mains du Hamas, et ça c'est très important pour l'avancée du dossier. On sait que Gilad Shalit n'a pas été transféré de Gaza vers une autre destination. Le deuxième point, c'est que nous avons obtenu la garantie des Égyptiens que le dialogue soit constamment maintenu, nonobstant la suite qui sera réservée à la trêve qui a été conclue et qui, on le sait, malheureusement est bien fragile aujourd'hui entre Israël et le Hamas. Et troisième point très important, c'est le fait que les négociations aillent très vite, de plus en plus vite, et qu'un processus de négociation... Ça s'est accéléré. Est-ce que les paroles de Nicolas Sarkozy, dont on avait parlé en début de semaine, est-ce que ces paroles ont porté? Est-ce que, justement, il y a une prise de conscience, le fait qu'après la libération d'Ingrid Betancourt, il ait placé le citoyen Chalit sur le même pied? Est-ce que ça fait avancer les choses? Ça fait avancer les choses, parce que tous les engagements qui sont pris aujourd'hui officiellement par toutes les plus hautes autorités de l'État permettent de faire avancer le dossier. Et comme je le disais précédemment, ce dossier qui n'était pas une priorité nationale en France l'est devenu aujourd'hui, et c'est très important. Comme je le disais, les négociations avancent plus vite. Un processus... Grâce à qui? Grâce à la mobilisation, grâce à la médiatisation. C'est un peu vague. La pression. Qui joue quel rôle là-bas en ce moment dans les négociations? Qui est le plus actif? Est-ce que c'est la Syrie? Est-ce que c'est l'Égypte? Est-ce que c'est à l'intérieur même des Palestiniens? C'est sans conteste l'Égypte qui a un rôle crucial, puisque dès le début de cette affaire, les Égyptiens sont intervenus, la délégation égyptienne sécuritaire à Gaza est intervenue, a rencontré les ravisseurs de Gilad Shalit et a souhaité que ce dossier se résolve le plus rapidement possible. Ça fait malheureusement 2 ans, un peu plus de 2 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, les choses avancent un peu plus vite puisque nous avons pu obtenir la mise en place d'un processus de négociation en 3 étapes. La première qui a été le fait qu'une délégation israélienne ait pu être reçue très rapidement en Égypte, parmi les dizaines de rencontres qui ont déjà eu lieu. Une délégation du Hamas, pendant que nous étions en Égypte, a été reçue également. Et nous avons souhaité qu'une discussion ait lieu à la fois entre les négociateurs israéliens et les négociateurs du Hamas pour pouvoir sortir très rapidement de ce dossier. Vous m'avez pas répondu, la Syrie joue quel rôle? La Syrie a un rôle qui est relativement important, beaucoup moins important que les Égyptiens aujourd'hui. La Syrie n'a pas la neutralité qu'a les Égyptiens. Une importance relative, plus exactement. Une importance relative, si on veut. Vous savez, les Égyptiens ont la neutralité que n'ont pas les Syriens, puisque Khaled Mashal, qui est le responsable du Hamas, est aujourd'hui à Damas, en Syrie, et donc
les Syriens ont nettement moins de neutralité dans ce dossier et les Égyptiens conservent le leadership des négociations aujourd'hui. Est-ce que vous avez eu des récentes nouvelles de lui, des preuves évidemment de vie? Parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Est-ce que vous avez eu des infos? Alors, on a eu des informations, comme je vous dis, d'abord sur sa localisation et ensuite sur son état de santé. L'état de santé de Gilad Shalit aujourd'hui... Des infos, mais pas de preuves. Dans ce type de discussions, de négociations qui sont très difficiles, on est dans un cadre très étroit de négociation où c'est planifié, où la moindre erreur n'est pas permise, on ne peut commettre aucune erreur, donc c'est très compliqué, on ne peut pas se permettre, on est obligé de se fier... On peut pas exiger des preuves, c'est pas le moment, c'est ce que vous dites. C'est pas qu'on ne peut pas exiger, on est obligé de faire avec ce que l'on a, avec ce que l'on nous donne, en espérant que les informations qu'ils nous donnent, qui sont, on a pu les vérifier de par nos contacts permanents que nous avons avec les responsables du Hamas, sont jusqu'à présent fiables. Quand on voit la façon dont a été libérée Ingrid Betancourt, assez rocambolesque, on se dit quand même ça doit quand même être plus simple de libérer le soldat Shalit. C'est pas vrai? Écoutez, Ingrid Betancourt, ça a duré plus de 6 ans. Oui, mais justement. Donc, Shalit, ça fait aujourd'hui un peu plus de 2 ans. C'est très compliqué. On est dans une région où il y a beaucoup de passion. Vous avez des conflits internes entre le Hamas et le Fatah. Ça pose un gros problème. Vous avez un conflit qui existe aujourd'hui entre Israël et le Hamas. C'est très compliqué. Vous avez des pressions de part et d'autre. Vous avez des pressions aujourd'hui des prisonniers palestiniens en Israël qui souhaitent sortir le plus rapidement possible et qui se servent de cette occasion pour sortir. Donc les pressions sont faites sur la direction du Hamas. Vous avez des pressions en Israël pour ne pas libérer un certain nombre de prisonniers qui ont du sang sur les mains. Comment ça se passe entre le Hamas et le Fatah? Est-ce qu'ils sont d'accord là-dessus? Oh, c'est très compliqué. Vous savez, cette région est très compliquée. Si c'était simple, on le saurait et ce serait beaucoup plus évident. Et il serait déjà dehors depuis un certain temps. C'est très compliqué. On sait qu'il y a eu une rupture des négociations à un moment lorsqu'il y a eu la prise de pouvoir par le Hamas, dont tout le monde sait comment elle s'est passée. L'OLP aujourd'hui, qui est l'organe officiel qui a le pouvoir sur la bande de Gaza, est en position extrêmement difficile aujourd'hui vis-à-vis des uns et des autres. Bon, c'est très compliqué. Il faut faire. C'est difficile à contrôler. C'est très difficile. Puis il faut tenir compte de tous ces paramètres pour avancer. Il y a une réunion dimanche entre Mahmoud Abbas et Ehud Olmert, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous espérez une avancée? Est-ce que vous espérez peut-être même une annonce? Écoutez, on espère une avancée. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que les négociations prennent un tournant vertueux. On est dans un cercle vertueux, ça va beaucoup plus vite que ça ne l'était avant. Il faut rester quand même très prudent. On parle de la vie d'un citoyen, sa vie est en jeu, et au-delà de toutes les annonces médiatiques, il y a la vie de Gilad Shalit qui est en jeu, et c'est très compliqué, il faut en tenir compte. Et c'est de notre responsabilité, nous avocats de la famille, d'en tenir compte. Très honnêtement, est-ce que vous pensez que votre ami, le soldat Shalit, sera libéré avant septembre? Nous espérons, en tout cas on se bat pour que cela puisse être le cas. Ça fait un an. Aussi, on est un peu plus confiant aujourd'hui, mais on reste très prudent. Vous savez, le père, la famille Shalit a été très drôlement touchée parce que le père a déjà perdu son frère jumeau pendant la guerre de Kippour. Aujourd'hui, c'est son fils. Il a demandé à être échangé pendant les négociations avec son fils. Donc c'est très douloureux. Et on se doit d'être prudent parce qu'évidemment, dès lors que l'on donne une information à la famille, elle peut le prendre pour argent comptant et ça suscite d'importants espoirs et donc d'importantes désillusions. Très bien, merci beaucoup Stéphane. On va suivre déjà dimanche justement cette entrevue et puis on va scruter cet été en espérant qu'il soit libéré. Merci beaucoup. Merci. On va maintenant recevoir Jean-Marie Delarue qui est le nouveau contrôleur général des lieux privatifs de liberté, c'est-à-dire les prisons. Des prisons françaises surpeuplées, des conditions de détention souvent exécrables. Il y a en France 5500 lieux de détention. Ils seront désormais observés à la loupe par le nouveau contrôleur général des lieux de détention, récemment nommé par le Premier ministre. Jean-Marie Delarue répond ce soir aux questions du Pierre Slay. Bonsoir Jean-Marie Delarue. Bonsoir. Vous venez d'être nommé, donc vous êtes là pour quoi exactement? Avant, les contrôles n'étaient pas bien faits, vous êtes là pour les accroître? La différence entre mon rôle et ceux qui travaillent déjà sur ce sujet, c'est que je suis extérieur à l'administration. Je suis indépendant et par conséquent, tous les contrôles qui étaient faits jusqu'à maintenant relevaient de l'administration pénitentiaire, etc. Et c'est une demande soit des organismes internationaux comme l'ONU, soit des associations de droits de l'homme qui depuis longtemps demandent qu'il y ait un contrôle extérieur aux lieux privatifs de liberté. C'est désormais fait avec la loi du 30 octobre. Comme 2007. Un audit extérieur un petit peu. Exactement. Donc vous êtes libre, vous allez pouvoir tout dire. Je peux dire ce que je souhaite dire, c'est-à-dire mettre ce qui se fait de bien en valeur
Il faut y penser, car il y a des choses qui se font de bien, et puis mettre ce qui se fait de nettement moins bien aussi en valeur. Alors les choses qui sont bien en valeur, c'est vrai que bon, c'est bien de les dire, mais enfin vous n'êtes surtout pas vraiment là pour ça. Simplement, il faut mettre le doigt sur ce qu'on pourrait améliorer, j'imagine. Vous êtes fixé quel objectif en combien de temps ? Je me fixe comme objectif de faire en sorte que les choses s'améliorent, mais elles s'amélioreront dans le long terme. Et ce qui importe surtout pour moi, c'est la méthode, c'est-à-dire d'associer tous les personnels qui travaillent dans ces établissements et qui travaillent dur, à cette recherche d'un mieux-être, de meilleures conditions de travail, faute de quoi il se passera rien. Je ne veux pas mettre en accusation les uns contre les autres, il s'agit de jouer gagnant-gagnant entre les personnes détenues ou retenues et les personnels qui travaillent avec elles. Oui, il y a deux volets, il y a ceux qui sont derrière les barreaux et les autres. Cette surpopulation, elle se résout comment ? En construisant des prisons nouvelles ou en ayant une autre approche de la justice ? Oh, sûrement la deuxième raison, en tout cas. Je crois que la surpopulation, c'est le produit du système judiciaire. La prison, elle hérite ce qu'on lui donne, en quelque sorte. Et par conséquent, je crois que la surpopulation des prisons aujourd'hui obéit à des choses très profondes qu'il faut savoir. Nous sommes, dans toutes les démocraties occidentales, enclins à mettre de plus en plus de gens en prison. Nous sommes enclins à prononcer des peines de plus en plus lourdes. Comme la détention provisoire, par ailleurs, dure de plus en plus longtemps, vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs qui se conjuguent pour faire qu'aujourd'hui, les prisons sont en effet très surpeuplées. Les maisons d'arrêt, en tout cas, sont surpeuplées. Donc il va falloir construire d'autres prisons ? C'est ce que fait le gouvernement, comme d'ailleurs ceux qui l'ont précédé, puisqu'il y a un programme de construction en cours qui s'achèvera en 2012. Mais même lorsque ce programme sera achevé, il y aura encore de la surpopulation en prison. Par conséquent, il faut raisonner aussi autrement. Et raisonner autrement, c'est, comme le propose d'ailleurs le garde des Sceaux, faire des aménagements de peine. Mais je crois aussi qu'il faut réfléchir au système judiciaire lui-même. Quel pouvoir avez-vous vraiment ? Vous allez faire un rapport, bon, et après, les autorités, l'exécutif va pouvoir en faire ce qu'il veut. On va dire un rapport de plus. C'est ça que vous allez me dire. Oui, vous aurez raison. Non, ce que je vais faire, c'est que je donne en effet des recommandations dans un rapport annuel, et je donne des recommandations aussi, si je le souhaite, après chaque visite. Bon. Ces recommandations, c'est quand même l'arme importante pour l'administration, je peux les rendre publiques. Autrement dit, je demanderai au gouvernement des explications après chaque visite que je ferai. Il doit m'en donner. Et si j'estime que c'est un problème qui mérite attention, je peux décider, moi, après l'en avoir avisé, mais sans avoir à demander son autorisation, publier ces recommandations. Et je vous avoue ici, ce soir, que je ne me priverai pas a priori de le faire. D'accord, donc vous gardez votre liberté de parole. Oui, bien sûr. Sur un sujet tabou, un petit peu, en France, on a l'impression qu'on n'aime pas trop parler de ça. D'ailleurs, on l'a vu pendant la campagne, c'était pas, on peut dire, un thème central chez les différents candidats. Ah, pourquoi, à votre avis ? Est-ce que c'est votre principale difficulté, après tout ça ? Vous savez, la prison, mais comme tous les lieux privatifs de liberté, je pense aussi à l'hôpital psychiatrique en particulier, c'est l'envers de notre société. Hein, c'est l'endroit qu'on veut pas regarder parce qu'un certain nombre d'entre nous, ils sont tombés. Non. Parce qu'ils ont commis des fautes ou parce qu'ils ont sombré dans la maladie. Ben, je crois qu'il faut considérer l'envers de la société comme quelque chose qui doit durer momentanément, mais qui doit faire que les gens reviennent normalement vivre dans notre société, quelle que soit la faute qu'ils ont commise et quelle que soit la maladie dont ils souffrent. Alors il y en a quelques exceptions qu'il faut, bah oui, on sait, fournirait Patrick Dils, etc. Il y a des malades très profonds. On mettra le temps qu'il faut. Mais pour beaucoup d'entre eux, leur destinée normale, c'est de réintégrer notre société. Et la question, c'est de savoir, pardonnez-moi, si la prison et l'hôpital psychiatrique préparent cette réinsertion sociale. Quelle est votre méthodologie ? Comment vous travaillez ? Vous allez faire des visites surprises dans les prisons Alors, le jour, la nuit, je ne sais pas. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais ce qui m'intéresse la nuit, c'est surtout les locaux de garde à vue, par exemple, qui sont aussi dans mon portefeuille. Non, je crois que l'essentiel, c'est d'abord de me documenter, et j'ai le droit d'obtenir tout document, même secret de l'administration. Et puis d'aller en effet sur place pour interroger les gens qui travaillent, les surveillants, les infirmiers, le personnel soignant dans les hôpitaux psychiatriques bien sûr, et dans les prisons aussi, et puis bien entendu les détenus et les personnes retenues, tout ça de façon confidentielle sans que personne sache ce qu'ils m'ont dit car je suis tenu au secret professionnel. Et avec ça, j'espère croiser les informations et avoir une idée très exacte de ce qui se passe dans ces lieux-là. Ça fait un mois que vous êtes en fonction. Ouais. Quelle est la première chose qui vous apparaît, qui saute aux yeux ? Oh bah c'est que les prisons sont pas dans le meilleur état qui soit et les hôpitaux psychiatriques non plus vraisemblablement, donc il faut améliorer. Vous savez, par exemple, je pense aux locaux de garde à vue. Quand vous dites qu'ils sont pas dans le meilleur état, c'est quoi c'est une litote. Techniquement ? C'est une litote.
Je veux dire que c'est des vieux bâtiments et dans lesquels, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, les gens s'entassent. Et du coup, comme les gens s'entassent, les conditions de travail des surveillants sont beaucoup plus difficiles et par conséquent, les contacts entre détenus et surveillants sont moins facilement, les repas sont plus vite distribués, etc., etc. Donc, vous voyez, tout s'aggrave. C'est comme si dans un supermarché, vous avez 10 caissiers et puis d'un coup, vous en avez plus que 2. Vous faites la queue et vous n'êtes pas content. Dans les prisons, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Est-ce que vous êtes allé à l'étranger ou est-ce que vous allez y aller pour essayer de comparer, pour essayer de prendre les bonnes choses, s'il y en a ? Mais la loi me recommande de nouer des contacts avec l'international. Je le ferai bien entendu, et je l'aurais fait même si la loi ne le prescrivait pas. Et encore une fois, je vais y pêcher des bonnes choses, mais je redis, en France aussi, il y a des très bonnes choses qui sont inventées par les uns et les autres avec un très grand dévouement, et ces choses-là, il faut que je les pêche aussi. Vous allez sillonner la France, vous allez aller dans quasiment toutes les prisons ? Si je peux, je ferai, puisqu'on sera plusieurs à faire ça. Ma juridiction, si je puis dire, c'est la France entière, c'est-à-dire outre-mer compris. Et outre-mer, il y a des choses abominables, il faut le savoir. Le centre de rétention pour étrangers de Mayotte ou la maison d'arrêt de Saint-Denis de la Réunion, je pourrais vous en parler, mais c'est pas le lieu ni l'heure, mais sont pas des exemples à suivre. Oui, il y a des prisons qu'il faut vraiment déjà bannir, qu'il faut détruire tout de suite pour en construire d'autres ? Il faut faire très attention. Vous savez, parce qu'il y a des prisons anciennes et surpeuplées où, par la grâce du chef d'établissement et du personnel sous ses ordres, les contacts entre détenus et surveillants sont malgré tout très bons. Et il y a des prisons qui sont belles comme un sous-neuf, si j'ose me permettre cette expression, et qui sont des prisons presse-bouton où il n'y a plus de contact aucun et où les détenus vivent dans l'angoisse et les surveillants aussi. Donc attention, ne restons pas à l'aspect extérieur des prisons. Quand vous aurez terminé cette mission, que vous aurez fait votre rapport, vous serez heureux si il se passe quoi ? Si les choses ont substantiellement changé, c'est-à-dire si on vit de façon plus convenable en prison, personnel et détenus compris. Donc si on vous écoute, vous craignez que ce soit le contraire ? On verra bien. Mais en tout cas, le gouvernement s'est engagé à respecter mon indépendance, ce qui me plaît beaucoup, parce que je suis par nature un peu indépendant de caractère, et par conséquent, s'il m'écoute pas, il en prendra la responsabilité. Mais il n'y a aucune obligation, en effet, à ce qu'il me suive. Vous ne le craignez pas ? Pas du tout. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Marie Delarue. Merci beaucoup. On va maintenant aborder le face-à-face politique de cette émission. David Assouline, Patrick Balkany, ils sont là, ils arrivent. Elle crée la polémique, Ségolène Royal, en fustigeant le clan Sarkozy et en mettant en doute les origines de son troisième cambriolage. L'ancienne candidate socialiste provoque la fureur de la droite et la gêne dans son camp. Une nouvelle affaire, un nouveau débat. David Assouline, sénateur socialiste de Paris, soutien de Ségolène Royal, et Patrick Balkany, député maire des Hauts-de-Seine et proche du président Sarkozy, sont tous les deux sur le plateau de Pierre Sled. Bonsoir messieurs. C'est vrai qu'on a pris des tours très rapidement sur cette affaire. Les derniers communiqués de l'UMP pour répliquer à Ségolène Royal le montrent. Il y a eu d'abord le premier communiqué de Frédéric Lefebvre disant qu'elle avait pété un câble, d'où notre titre. Et puis celui d'aujourd'hui où il dit comme les personnes traumatisées, elle a besoin d'une cellule psychologique. Est-ce que là on touche David Assouline, typiquement à de la politique politicienne où on joue sur les mots, il y a une guerre de posture, d'attaque verbale? Monsieur Lefebvre n'arrive à faire parler de lui que quand il est outrancier. Il a compris le système médiatique, mais là il commence à franchir une petite frontière. J'ai l'impression qu'il est rentré par effraction en politique, lui. Ségolène Royal a soulevé un problème, et concret, et une bagarre politique. Elle considère que la mainmise du clan de Sarkozy sur la France aujourd'hui devient insoutenable, notamment dans l'affaire des médias. Elle le dénonce fortement. Il se trouve qu'au moment où elle le fait, son appartement n'est pas cambriolé. C'est important de le répéter. C'est la troisième fois qu'il est visité en 2 ans. Oui, et c'est ça qui est important, parce que tout le monde peut être visité. C'est la question que tout le monde se pose. C'est vrai qu'il n'y a plus rien à voler, ça vous 3 fois. Voilà, donc il faut remettre les choses dans leur dimension et comprendre l'aspect très important pour notre démocratie de ce qui a lieu là. Un cambriolage, j'en ai eu, vous en avez eu, beaucoup de Français peuvent être cambriolés, on prend la Nintendo du petit, on prend la télé, on prend des trucs, bon voilà, ça peut être n'importe qui. Et il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas aux hommes politiques ou aux femmes politiques. Mais là c'est la récurrence qui vous inquiète. Quand par 2 fois on visite l'appartement, on ne vole rien. On le fait de façon très professionnelle. On fait une mise en scène. On montre que les objets de valeur, on les a vus, on les étale, on ne les prend pas.
et que la dernière fois, cette visite est encore une plus grande mise en scène, puisque dans le bouleversement de l'appartement et des papiers qui sont jetés partout, il y a un papier qui est trouvé, fallait le trouver, qui est la plainte de Ségolène Royal de la dernière visite, déchiré en deux et jeté sur le lit. Tout ça, les policiers l'ont constaté. À ce moment-là, quand on est une femme politique qui a eu 47% des voix à 17 millions d'électeurs, qui représente l'opposition dans le pays, c'est un problème politique et pas un problème personnel. Patrick Balkany, est-ce que vous croyez à la thèse de l'intimidation, Voilà. Puisque c'est pas la thème du cambriolage, visiblement. Je crois qu'on est en pleine paranoïa. J'avais cru comprendre que Madame Royal était devenue complètement parano. Je vois que ça gagne son camp. Je vois que David Assouline est également parano. Vous savez, je crois que ça fait belle lurette que ce genre de choses n'existe plus dans notre pays. Puis je vois pas très bien l'intérêt aujourd'hui. L'intimidation, c'est de l'intimidation. C'est pas de l'intimidation. Elle fait peur à qui, Madame Royal? À part à son camp. C'est en tout cas pas au nôtre. Écoutez, Madame Royal, quand elle ouvre la bouche aujourd'hui, c'est pour dire des choses que même dans son camp, on conteste, parfois même poliment. On rase les couloirs en disant mais qu'est-ce qu'elle avait besoin de l'ouvrir. Quand Madame Royal commence à parler de la libération d'Ingrid Betancourt en disant que la France n'avait rien à voir là-dedans, que le président de la République n'a rien à voir là-dedans, le président de la République qui représente la France a montré que la France, quand il y avait une Française, même franco-colombienne, qui était dans la jungle depuis X années et dont les Colombiens ne s'occupaient pas beaucoup, eh bien, la France les a obligés, par la voix du président de la République, à faire tout ce qu'il fallait pour la sortir des mains des FARC avec ses compagnons. Et elle l'a dit dès sa descente de l'avion. Elle l'a dit parce qu'elle écoutait la radio, parce qu'elle a bien vu qu'elle avait changé de régime carcéral dans la jungle, parce que la France s'intéressait à elle. Alors, on revient, David Assouline, au cambriolage. Non, pas seulement. C'est un débat, tout ce qui est dit là. Je remarque que M. Balkany commence à non seulement réitérer des propos insultants pour Ségolène Royal, mais il les met sur la table pour moi-même ici. Il commence par dire paranoïaque. Et je sais qu'il y a un seul régime qui essayait de qualifier ainsi les opposants, c'est-à-dire de psychiatriser le combat politique, c'était le régime stalinien. Ils avaient inventé pour les opposants les hôpitaux psychiatriques. Je vais vous dire, j'entends depuis 2 jours les mêmes choses. C'est paranoïaque, c'est cellule psychologique, c'est elle a perdu la tête. Je sais ce que ça veut dire quand une parole dérange, d'essayer de dire que c'est une parole un petit peu malade. Passons, c'est les méthodes de la droite, je les connais. Ensuite, il y a ce que dit M. Balkany, qui est absolument faux sur la question Bettencourt. Parce que ce qu'ils savent faire, c'est chasser en meute. Donc, quand il y a 10 UMP qui passent à la télé pour dire des choses, ensuite ça devient la vérité. Or, Madame Royal, quand elle était au Québec, non seulement a fait acclamer la libération d'Ingrid Betancourt par des milliers de Québécois, elle a eu l'émotion que tous les Français ont eue, à une question insistante. Elle a répondu une chose que dans l'opération de libération, comme l'a reconnu l'Élysée et M. Guéant, le président de la République n'avait rien eu à faire, et lui-même l'a reconnu. Est-ce que ça veut dire que Nicolas Sarkozy ne voulait pas la libération, qu'il n'a rien fait pour qu'elle soit libérée? Bien sûr qu'il a tout fait. L'option qu'il avait choisie n'a pas été l'option qui a libéré. C'était une option de négociation avec les FARC. Monsieur Uribe, lui, était plutôt pour la libération forte. Donc finalement, vous reconnaissez que Nicolas Sarkozy... Mais bien sûr que toute la France, Nicolas Sarkozy compris, a fait des pieds et des mains pour la libération d'Ingrid Betancourt. Merci, l'opération. De le reconnaître. Mais personne n'a dit l'inverse. C'est eux qui, dès la déclaration de Ségolène Royal, se mettent à passer sur les ondes et à essayer de faire passer un autre message. Je vous mets au défi, Monsieur Balkany, de trouver une déclaration de Ségolène Royal qui nie ce que je viens de dire. Mais c'est la méthode. Quand elle
ouvre la bouche et quand elle essaye de parler, on essaye de la décrédibiliser. Et c'est Monsieur Fillon. Par 2 fois en 3 jours, il n'a que ça à faire comme Premier ministre. C'est vrai que Nicolas Sarkozy lui a pris le boulot de Premier ministre. Monsieur Raffarin, un ex-Premier ministre, par 3 fois s'acharne sur Ségolène Royal. Est-ce que vous croyez Monsieur à la thèse, Lefebvre, justement Monsieur Châtel, Madame Morano, qui a oublié qu'elle était devenue ministre de la Famille et qu'elle pouvait prendre un peu plus de hauteur. Le clan Sarkozy, le système Sarkozy, dont on peut vous assommer, dont vous faites partie. Il n'y a ni clan ni système. Est-ce que ça existe vraiment? Vraiment, vous faites croire à qui il y a qu'il n'y a une pas de système. majorité avec des parlementaires, avec des gens qui travaillent avec Nicolas Sarkozy, d'abord au RPR, puis à l'UMP depuis des dizaines d'années, dont je fais partie. Je suis peut-être le plus ancien, oui, c'est vrai. Mais moi, ce que je constate, surtout dans cette affaire, parce qu'on va quand même pas polémiquer sur le problème de la libération de Madame Ingrid Betancourt. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, Madame Royal cherche par tous les moyens à exister. Vous êtes... Mais pourquoi si elle n'existe pas, monsieur Balkany? Écoutez, monsieur Assouline, je vous laisse parler. Je ne vous coupe pas. Je ne vous coupe pas, vous me laissez parler. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est très bien. Ils ont beaucoup de problèmes actuellement au Parti Socialiste. Ils cherchent leur candidat, ils cherchent leur premier secrétaire, ils cherchent leur futur candidat à la présidence. Bon, ils n'ont pas digéré, les socialistes, que Madame Ségolène n'ait pas été la bonne candidate, puisqu'elle a été battue. Mais Madame Ségolène Royal, elle, ne supporte plus Monsieur Sarkozy pour l'unique raison qu'il a eu l'outrecuidance de la battre et de bien la battre aux élections. Alors, eh bien, aujourd'hui, elle est dans un état, après s'être tue pendant un moment, sans doute abasourdie par sa défaite, maintenant elle essaye d'exister en s'en prenant à Nicolas Sarkozy, mais moi j'ai surtout l'impression qu'elle essaye par là de s'en prendre à ses camarades socialistes qui veulent la virer définitivement de la candidature. Est-ce que c'est une stratégie intérieure? On sait bien que vous êtes tous actuellement en campagne pour le poste de premier secrétaire. Est-ce que ça pourrait être une stratégie justement d'être l'originalité, d'attaquer en premier lieu Nicolas Sarkozy à l'intérieur du PS pour faire la différence? Est-ce que ce serait une stratégie? Monsieur Assouline doit être bien ennuyé, lui qui est à la fois proche de Ségolène Royal et de Monsieur Delanoë, en tant que sénateur de Paris, il doit être dans les affres. Alors, est-ce que c'est une stratégie? J'ai l'air d'être dans les affres. Je suis très tranquille, surtout dans cette émission, très sympathique. Non, je voudrais dire à Monsieur Balkany que ce qui est étonnant, c'est que pour une femme politique qui n'existe plus, qui a disparu, vous l'avez fait disparaître, vous l'avez mis dans la trappe. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Pour une femme politique qui a si peu d'importance que, par 2 fois le Premier ministre, Monsieur Raffarin, des ministres, des porte-parole de l'UMP se déchaînent tous les jours sur elle. Ils ont beaucoup de temps à perdre. C'est vrai qu'ils s'occupent pas beaucoup de la France. Mais d'un autre côté, c'est la plus offensive en ce moment au PS. C'est d'ailleurs peut-être une vertu. Je vais répondre à votre question. Je vais répondre à votre question. Le problème, c'est que dans ce congrès du Parti Socialiste, qui va permettre d'avoir une orientation, qu'approfondir un certain nombre de questions et de réponses pour les Français, dégager une équipe, un leadership, il ne faut pas, et Ségolène Royal y tient absolument, il ne faut absolument pas que ce soit une discussion entre nous. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour les Français. Et ce que les Français attendent, parce que ça, on n'en parle pas, Nicolas Sarkozy, il a été élu, mais on n'a jamais vu le président de la République, 1 an après, si bas. La déception est énorme. Est-ce que justement c'est pas une cible privilégiée? C'est un parti socialiste et est-ce une que du coup c'est pas opposition. une cible privilégiée à cause de son impopularité? Ce qu'ils attendent, les Français, c'est qu'on soit... faire pour être haut dans les sondages. Ce qu'attendent les Français, c'est que le Parti socialiste soit là, fort, que l'opposition soit forte, pour empêcher que Nicolas Sarkozy détricote les acquis sociaux en France et que nous répondez à ma question, c'est donc une stratégie. Que les services publics puissent être défendus, que le service public de l'audiovisuel puisse être défendu. Et ils ont besoin d'une opposition forte. Et de quelqu'un qui exprime ça. C'est ce que fait Ségolène Royal. Mais c'est sa responsabilité. Parce que même quand on perd une élection, et je voudrais poser une question à Monsieur Balkany, quand on a eu 47% des voix et 17 millions de voix, on a aussi un mandat. On a le mandat de représenter l'opposition.
D'accord? Et elle assume cette responsabilité. Et je veux dire à Monsieur Balkany, je vous pose une question en l'occurrence. Parce que dans cette affaire de la mise à sac de l'appartement de Madame Royal, c'est trop facile, je vais vous poser une question. Quand un leader de l'opposition, imaginez la même chose dans une autre démocratie, imaginez même si c'était quelqu'un de votre propre camp, imaginons Monsieur Chirac, au lendemain de sa défaite en 88 face à Monsieur Mitterrand, qui a son appartement mis à sac pour la deuxième fois avec une mise en scène qui ressemble à de l'intimidation, qui n'est pas un vulgaire cambriolage. On attend quand même que les responsables de l'État, que la droite, que les responsables politiques disent à un moment donné quelque chose, s'émeuvent, disent qu'il y a quelque chose qui est pas sain, et des paroles de compassion, téléphone même, rien. La droite, depuis 3 jours, s'acharne sur Madame Royal. Elle n'a pas eu, dans ces 3 jours, un mot pour déplorer ce qu'elle a subi. Je vous réponds. Elle habite à Boulogne, dans les Hauts-de-Seine. Eh bien, je lui offre l'hospitalité à Levallois, dans les Hauts-de-Seine, où, croyez-moi, elle sera bien protégée, et chez moi, on la cambriolera pas. Mais c'est vrai que quand on habite à Boulogne, au rez-de-chaussée, elle habite à Boulogne, son appartement est à Boulogne. Elle est au rez-de-chaussée. Alors à Boulogne, vous êtes en train de dire quoi là? Oui, c'est vrai. Là, vous mais je vais vous dire, Balkany. quand on se fait cambrioler une fois, alors qu'on est aussi connu qu'elle, qu'on habite au rez-de-chaussée, eh ben moi je déménage et je reste pas au rez-de-chaussée. Et je veux bien l'accueillir. Vous dites pas, elle a besoin d'une protection. Il faut que le ministre de l'Intérieur, il faut que le président de la République dise que c'est inadmissible. Il faut qu'il dise que c'est inadmissible ce qui lui arrive. Personne ne sait ce que c'est. Écoutez, que cette opération que vous montez peut-être de toutes pièces dans l'appartement de Boulogne. Oui, parce donc que vous faites cette accusation. Jusqu'à présent, personne. Vous faites cette accusation directe. Écoutez, vous faites l'accusation directe que c'est une opération montée de toutes pièces peut-être. Vous me dites vous-même, et tout le monde le dit, il n'y a pas eu de cambriolage, puisque on n'est pas rentré par effraction, paraît-il. Mais bien sûr. Ah bon? On est rentré par effraction. Comment on est rentré? Il n'y a rien eu de volé. On est rentré par il n'y a rien eu de volé, etc. Par la cheminée. C'est le Père Noël qui est passé par la cheminée. Eh bien, au départ, on a dit non, ils sont rentrés, assez curieux, il n'y avait pas d'effraction. Pas du tout. L'effraction, je vais vous dire exactement. Il faut vous renseigner. Son fils a quitté à 20h30 l'appartement. Il a pas bien fermé la fenêtre. Vous entendez À 20h30, il a quitté l'appartement. Il a pas bien fermé la porte. Retenez-vous, Monsieur Balkany. Ça arrive. À 22h30, Ségolène Royal rentre. Quand elle met la clé dans la serrure, elle voit qu'il y a un problème. Elle appelle la police. C'est la police qui est rentrée dans l'appartement et qui a fait tous les constats. Et d'ailleurs, ils lui ont même dit, parce qu'ils avaient peur, pour elle, ils ont mis les gilets pare-balles et ils sont rentrés parce qu'ils se disaient, il y a peut-être qu'ils sont peut-être dedans. Ils sont peut-être dedans. Et la police a été extraordinaire dans cette affaire. Et le procureur a été là jusqu'à 3h du matin avec Madame Ségolène Royal. Et pas parce qu'il croyait que c'était une opération montée de toutes pièces, comme est en train d'insinuer Monsieur Balkany. Donc, soyez prudents. Je vous dis, écoutez, c'est une vraie affaire. C'est une vraie affaire. Quand les enquêteurs et elle est traumatisante. Quand les enquêteurs nous diront ce qui s'est passé, il y a la police scientifique qui est venue sur place. Vous savez, un cambriolage, en général, ça laisse des traces. Un cambriolage, c'est quand on vole, il n'y a pas eu de vol. C'est une intimidation. Merci, messieurs. On va s'arrêter là-dessus. Ségolène Royal ne se laissera pas intimider. Elle continuera à être une opposition déterminée. Très bien. Qui va intimider Ségolène Royal? Merci beaucoup à tous les deux. On a fait notre bon quart d'heure sur ce thème. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler justement de cette opposition entre la majorité et la gauche. Merci. On va continuer maintenant avec un fait divers beaucoup plus grave et beaucoup plus tragique qui s'est déroulé à Londres. Vous avez suivi ça. C'est Sabine Cordès qui va venir nous en parler. L'inculpation est officiellement signifiée. C'est un chômeur SDF de 33 ans qui est accusé de l'effroyable double meurtre des étudiants français de Londres. 2 autres suspects sont également sous les verrous. Meurtre en terre étrangère, fait divers extraordinaire. Notre chroniqueuse Sabine Cordès est sur le plateau de Bouge la France. Bonsoir Sabine. Bonsoir Pierre. C'est vrai que on a vu évidemment c'est horrible ce double meurtre qui touche 2 Français de Clermontois. On a vu, c'est peut-être aussi ce qui nous a frappé, à quel point l'Angleterre, la police londonienne prenait cette affaire sérieusement et se mobilisait. C'est tout souvent le cas? Je ne sais pas si c'est souvent le cas, mais en tout cas c'est spectaculaire parce que pour un double assassinat extrêmement grave, avec 240 coups de couteau, bâillonnage, ligotage, c'est sordide, c'est épouvantable.
de 2 ressortissants étrangers. On a quand même un chef d'équipe qui est l'inspecteur principal de Scotland Yard et 40 autres policiers qui viennent pour l'aider sur place, pour faire tout ce qui est les investigations, les prélèvements techniques, tous les relevés. Enfin, c'est extraordinaire. La mobilisation est colossale. Donc, je me dis que si c'est comme ça pour tous les dossiers, chapeau. Bravo, parce qu'en France, malheureusement, dans des affaires qui sont tous aussi dramatiques que celle-ci, et je pense notamment à l'affaire du double assassinat de Géraldine Giraud et de Katia Lerbet dans des circonstances dramatiques, on a sur l'enquête... toujours pas fermement l'assassin. Dont on ne connaît toujours pas fermement le ou les assassins, on en connaît un, mais toujours sous le coup de la présomption d'innocence évidemment, mais pour l'instant on ne connaît toujours pas la suite de l'affaire. On avait au début de l'affaire, c'est-à-dire qu'au grand moment de l'affaire, je dirais, le SRPJ de Versailles qui traitait la téléphonie, c'est-à-dire tout ce qui est moyens techniques, d'une part, et d'autre part 2 policiers du SRPJ de Lyon. Le SRPJ, c'est le service de la police judiciaire, de Dijon, pardon, qui maintenant a été délocalisé à Auxerre. Et on a aujourd'hui, en tout et pour tout, 2 policiers qui s'occupent de ce dossier, plus évidemment les services techniques de Versailles qui traitent ça de loin. Donc sur le terrain, on a 2 policiers. Donc effectivement, je me dis 40 policiers plus un chef d'enquête contre 2 policiers, effectivement, on a des moyens de mobiliser plus de choses et de résoudre plus rapidement un certain nombre d'indices. Alors peut-être que c'est dû au fait qu'actuellement il y a un meurtre par jour avec arme blanche en Angleterre et dans les banlieues de Londres en particulier. Est-ce que les Anglais ont un problème spécialement avec les couteaux? Moi, je crois qu'avec les couteaux, ils ont le droit de les porter. Pour eux, c'est considéré comme des armes, mais qu'ils ont le droit de les porter sur eux. Donc effectivement, il y a probablement un problème d'abus, comme dès lors qu'on permet quelque chose. Concrètement, en France, vous baladez avec un couteau sur vous, vous êtes contrôlé, vous avez quand même des explications à fournir. En Exactement. Angleterre, c'est pas le cas. En Angleterre, non. Le port de l'arme, du couteau, qui est considéré comme une arme, est tout à fait autorisé. Donc effectivement, ça pose toujours, comme dans toutes les sociétés où on a le droit de porter des armes, aux États-Unis, on a le droit de porter des armes, c'est la même chose. Ça multiplie les risques, évidemment. Le fait de porter une arme multiplie les risques. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir où est-ce que va être jugée cette affaire, puisque en droit français, le code pénal prévoit la possibilité, lorsque une personne est victime à l'étranger d'un meurtre ou d'un délit, comme c'est le cas en l'espèce, ces 2 étudiants ont été tués en Grande-Bretagne, ils peuvent être jugés en France. Le code pénal le permet, à la condition d'une part que leurs parents... C'est l'Europe qui permet ça? Non, c'était bien avant l'Europe, c'est le code pénal à proprement parler, plus ensuite les conventions intergouvernementales et interétatiques qui le permettent. Mais le code pénal français permet de juger un assassin, ou en tout cas un présumé assassin étranger qui a commis sur un territoire autre que le territoire national un assassinat ou un délit extrêmement grave puni de plus de 5 ans de prison sur le territoire, sur un ressortissant français. Donc la condition, c'est que la victime ou les ayants droit de la victime, donc là en l'occurrence les parents, portent plainte, d'une part, et d'autre part, ce qui est logique, que le ministère public demande à ce que l'affaire soit jugée en France. Mais ça dépend après du bon vouloir des Anglais? Ça dépendra du bon vouloir des Anglais, parce que va être mis en place à ce moment-là une procédure d'extradition. On l'a vu dans l'affaire de Bertrand Cantat et de Marie Trintignant. L'extradition avait été demandée par la France pour que Bertrand Cantat soit, par les parties civiles, pour que Bertrand Cantat soit jugé en France, puisque la loi pénale française était plus forte. Les autorités lituaniennes ont refusé la procédure d'extradition. En revanche, il a été jugé en Lituanie, mais une nouvelle procédure d'extradition a été faite et il a pu exécuter sa peine en France. Donc, il y a la procédure d'extradition, elle peut avoir lieu et pour le jugement et pour l'exécution de la peine. À l'inverse, le cas de cette jeune femme qui n'est plus jeune d'ailleurs, Maria Petrella, qui faisait partie des Brigades Rouges italiennes et qui vivait en France, qui avait été condamnée à 20 ans de prison en Italie. Plusieurs fois son extradition avait été demandée. Il y avait la politique dite François Mitterrand qui disait que pour des crimes de nature politique, il refusait l'extradition puisqu'il faut que le gouvernement accepte l'extradition par son ministre des Affaires étrangères et son ministre de la Justice. En l'espèce, Marina Petrella, son extradition avait toujours été refusée. Aujourd'hui, elle est accordée. Elle a été condamnée. Elle va donc passer évidemment devant la chambre de l'instruction qui va valider ou invalider. Elle a fait un recours administratif devant le Conseil d'État depuis qu'elle est incarcérée. Mais si elle est extradée, elle devra purger sa peine en Italie. Très bien. Merci beaucoup Sabine. On va enchaîner avec Marie-Laetitia maintenant. Marie-Laetitia Bourriès qui va nous parler d'Europe et de Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé aujourd'hui, vous l'avez vu. Les pattes et l'œil de velours du président ce matin au Parlement européen de Strasbourg. Opération séduction.
vis-à-vis des eurodéputés. Un président qui ne néglige aucun soutien à l'aube de la présidence française de l'Union européenne. C'est jeudi, le jour de la chronique européenne. Elle est signée Marie-Laetitia Bourriez. Bonsoir Marie-Laetitia. C'est vrai qu'on l'a vu aujourd'hui sur Public Sénat, Nicolas Sarkozy s'est exprimé. Alors 3h30 dans l'hémicycle, 40 minutes de discours, on n'avait jamais vu ça. Est-ce que Nicolas Sarkozy a vraiment mis les petits plats dans les grands? Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait pour se mettre dans la poche, on va dire, le Parlement? A priori, oui. Le premier signe, c'est qu'il a été longuement applaudi après son discours dans l'hémicycle par les députés européens, aussi bien à gauche qu'à droite. Enfin, aussi bien à droite qu'à gauche, pardon. Mais il y a un signe plus important encore, ce sont les remerciements chaleureux du président européen, du président du Parlement européen, Hans-Gert Pöttering, qui a dit qu'en 29 ans de présence au Parlement, il n'avait jamais vu ça, qu'il n'avait jamais vu un président du Conseil de l'Union européenne consacrer autant de temps aux députés européens. Donc ça, c'est vraiment... Donc ça a été payant, quoi, quand même. Oui, là, c'est vraiment un bon point pour Nicolas Sarkozy, qui a répondu une à une aux questions des députés européens, le plus souvent avec humour, même dans son échange attendu avec Daniel Cohn-Bendit sur sa présence en Chine. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour Nicolas Sarkozy, qui a fait une offensive de charme à la fois sur la forme et sur le fond. Il a beaucoup parlé de l'importance de remettre le citoyen au cœur de l'Union européenne. Là, aucune originalité, puisque c'est en fait un refrain qu'on entend à chaque début de présidence de l'Union européenne. Voilà, on est en train de le voir. Quelles sont, messieurs les présidents, nos priorités? La première, c'est de montrer aux Européens que l'Europe peut les protéger. Mais depuis la plus haute antiquité, si les hommes se sont dotés d'une puissance publique, c'est parce que cette puissance publique se devait de les protéger. Monsieur le Président du Parlement européen, l'Europe doit protéger sans être protectionniste. On a vu effectivement ce que vous disiez, l'accueil chaleureux du président et effectivement Nicolas Sarkozy, on l'a vu aujourd'hui, a fait des efforts avec la droite et avec la gauche. Mais est-ce qu'il avait besoin de séduire qui exactement? Plus la droite, plus la gauche? Parce que la gauche européenne, ne serait-ce que la gauche, c'est pas la même gauche en Italie, en Espagne, en Angleterre et en Allemagne. Là, il a surtout séduit la gauche. Insister sur l'Europe qui protège, c'était déjà faire les yeux doux à la gauche. Nicolas Sarkozy est allé encore plus loin. Ce qui est étonnant, c'est aussi l'accueil du président du PSE, donc le Parti socialiste européen, Martin Schulz, qui a été vraiment un accueil très positif. Il a bien sûr dénoncé le fait que Nicolas Sarkozy n'ait pas choisi l'Europe sociale comme l'une de ses priorités, mais c'était encore une fois sur un ton plutôt détendu. À cela, il y a bien une explication. L'Élysée reçoit tout le Gotha parlementaire européen depuis plusieurs semaines et les députés européens n'ont jamais été autant chouchoutés. Donc ce matin, il s'agissait en réalité de transformer l'essai et Nicolas Sarkozy a par exemple saisi l'occasion pour rendre un hommage appuyé à Tony Blair. On l'écoute. La référence à Tony Blair me fait plutôt plaisir. Je ne sais pas si vous l'avez fait pour ça, mais je considère que Tony Blair est un des hommes d'État qui a beaucoup fait pour l'Europe, qui a beaucoup fait pour son pays, et franchement, je ne sais pas si ça le gênerait que je dise ça, mais sur bien des sujets, je trouve que c'est un homme, en tout cas, qui a redonné du crédit, de la force au débat politique anglais et au débat politique européen. Je pense qu'en Europe, on a besoin de leaders et qu'incontestablement, Tony Blair, à son époque, a été l'un de ces leaders. Voilà, on voit le président de la République assez détendu. Est-ce que le président actuel, entre guillemets, de l'Europe, est-ce que ce président-là est différent de celui qu'on connaît, notre président à nous, Nicolas Sarkozy, dont on dit qu'il est un président hyperactif? Disons qu'il n'y a pas vraiment de différence, ou plutôt là, c'est encore le président français que l'on entend. En tout cas, ce matin, c'était le cas. C'est peut-être même un problème. Dans son allusion à Tony Blair, Nicolas Sarkozy se voit déjà en leader de l'Union européenne, mais ce sont toujours les exemples français qui sont mis en avant sur l'immigration, sur la politique sociale. Donc c'est toujours, en gros, un discours peut-être qui s'adresse encore aux Français, et ça peut être gênant parce que aujourd'hui, en tant que président du Conseil de l'Union européenne, il est président pour 27 États membres et non pas seulement pour il va falloir qu'il s'européanise, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Laetitia. On va se quitter maintenant. Philippe de Sony réalisait cette remarquable émission. Pierre-Henri Gergonne était le rédacteur en chef, comme tous les soirs. Jean-Baptiste Daoulas et Ariane Nicolas l'ont préparé. On se retrouve pas lundi, c'est le 14 juillet, mais mardi maintenant, et toujours en direct. Je vous souhaite un excellent week-end. Donc, merci, au revoir.
souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Entre le Poitou-Charentes et le Québec, c'est plus qu'une histoire d'amour, c'est une histoire de famille. Les premiers Acadiens, ce sont les Français, naturellement, qui sont arrivés de la région en grande majorité du Poitou-Charentes. Alors, pour nous, c'est important, quand j'ai l'occasion d'aller au Poitou-Charentes, c'est un peu comme un pèlerinage pour moi d'aller voir l'endroit de mes ancêtres. À travers des témoignages et des archives, le documentaire Cousins d'Amérique remonte le fil de l'émigration et raconte comment ces cousins ont évolué au cours des siècles des deux côtés de l'Atlantique. Cousins d'Amérique, c'est une histoire particulière du Québec et c'est sur Public Sénat. En 5 années, dans ce lieu magique, l'annexe de la bibliothèque du Sénat, avec Monique Cantos-Berber, la philosophe, et Anne-Marie Moreau, nous avons organisé des rencontres, des débats d'idées, des confrontations originales, simples et surtout sans démagogie, toujours à partir des livres, nos fidèles amis. Eh bien, pour la saison 2007-2008, nous allons continuer à découvrir, à comprendre et à enrichir. Cela promet des surprises et surtout du plaisir. Retrouvez Bibliothèque Médicis en compagnie de Jean-Pierre Elkabbach tous les vendredis à 18h30 sur Public Sénat, la chaîne d'information politique. Le bureau est l'organe directeur du Sénat. Il est composé du président, des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires, soit au total 22 sénateurs. Tous les groupes politiques y sont obligatoirement représentés et le bureau change tous les 3 ans après chaque élection sénatoriale. Ce bureau a 2 attributions, des attributions de nature législative, puisque c'est lui qui va notamment présider au bon déroulement des débats sous la présidence ou du président du Sénat, ou s'il est empêché, des vice-présidents. C'est lui qui va notamment examiner la recevabilité des projets ou des propositions de loi ou de résolution. C'est lui qui va aussi s'occuper du statut des élus, de la situation des élus. Et puis, il y a un rôle très important aussi qui est le rôle administratif, où là, les vrais animateurs sont les 3 questeurs, qui vont donc gérer à la fois le personnel du Sénat, il y a à peu près 1000 fonctionnaires au Sénat, et puis bien aussi les domaines du Sénat. Là, j'entends tout ce qui est patrimoine immobilier, il y a le musée, donc c'est eux qui sont les ordonnateurs des dépenses, donc ils sont un peu au cœur, si vous voulez, du fonctionnement administratif du Sénat. Le bureau intervient en cas de contestation du procès-verbal de la séance publique. Il doit constater qu'il y a suffisamment de sénateurs présents dans l'hémicycle pour tenir la séance. Le bureau vérifie aussi que les activités professionnelles des sénateurs sont compatibles avec leur mandat parlementaire et que rien ne les empêche de mener à bien ce mandat. Il y a un cas très précis qui me vient à l'esprit, il est récent, il date de 2004, où un sénateur, il y a eu une saisie du Conseil constitutionnel par la présidence du Sénat à la demande du bureau, au nom du bureau, car il y avait un sénateur qui était en fait mis sous tutelle. Et donc, en réalité, son élection ne pouvait pas être validée. Donc, il a été déchu de son mandat. D'un point de vue administratif, le bureau a donc des compétences très larges. Il nomme les directeurs de service et les secrétaires généraux. Sachez enfin que le bureau s'est réuni 1 fois par mois. Les questions les plus fréquentes concernent le statut du personnel ou les missions d'information. Et tout de suite, Enjeux d'avenir, notre magazine de reportage sur les réformes en cours avec Emmanuel Ménage et Delphine Girard. À l'heure du pétrole cher, les Brésiliens roulent à l'éthanol. Je ne sais plus qui avait trouvé cette formule Silicon Valley. Quel avenir pour le carburant vert ? La France doit-elle s'inspirer de l'Amérique latine ?
Au pays de l'or vert, un documentaire inédit de Pierre Bonde-Joseph, dans les pas de la Commission des finances du Sénat. Bonjour et bienvenue dans Enjeux d'avenir. Travailler plus pour gagner plus. Le slogan de campagne de Nicolas Sarkozy est une réalité depuis le 1er octobre. C'est la mesure phare du fameux paquet fiscal. Mais la réforme sur les heures supplémentaires fait débat. Échec ou succès? Pour en savoir plus, nous sommes allés à la rencontre des salariés et des chefs d'entreprise. Sommaire. Du point de vue financier, celui qui dit que on a gagné, c'est vrai, 92 € net d'impôts mensuels. Et il y a l'autre partie qui dit effectivement on a perdu une journée de repos. En théorie, tous les salariés peuvent faire des heures supplémentaires. Qu'en est-il réellement? Reportage chez Continental dans l'Oise. La première fois que j'ai lu la circulaire, je me suis arrêté à la deuxième page parce que c'était effectivement assez complexe. Les entreprises ont-elles intérêt à recourir aux heures supplémentaires? Des patrons nous répondent. Ce qui compte, c'est ce que vous faites, si vous êtes efficace. Ça ne sert à rien de travailler 5 jours si vous n'êtes pas productif. Les Français travaillent-ils moins que leurs voisins européens? Gros plan sur la Hollande, un pays qui a adopté la semaine des 4 jours. Les seuls pays où on voit une petite augmentation de la durée du travail sont les pays qui ont atteint le plein emploi. Éric Heyer est économiste, il nous dira si la réforme sur les heures supplémentaires fonctionne. En théorie, tous les salariés du secteur public et privé peuvent effectuer des heures supplémentaires, à l'exception des cadres. En réalité, seul un salarié sur 3 est concerné. Ils font en moyenne 4 heures de plus par mois. Au-delà de la 35e heure, les heures supplémentaires sont payées 25% de plus. Elles sont exonérées de charges sociales et sont nettes d'impôts. L'usine de pneus Continental dans l'Oise a été l'une des premières à appliquer la réforme sur les heures supplémentaires. La moitié des 1200 salariés est concernée. Le passage aux 40 heures a même permis d'éviter un plan social. Alors, 9 mois après l'entrée en vigueur du dispositif, quel est le bilan? Un reportage signé Fabrice Cunet. C'est fini? Oui, c'est du bien. Fin de journée pour Christian. Depuis le 1er janvier, il travaille un jour de plus par mois pour 92 € supplémentaires. Fini les 35 heures, ici la moitié des salariés est repassée à 40 heures. Il y a deux points de vue. Il y a le point de vue financier, celui qui dit que on a gagné, c'est vrai, 92 € net d'impôts mensuels. Et il y a l'autre partie qui dit effectivement on a perdu une journée de repos. Donc ces deux parties s'opposent, bien entendu, mais se complètent aujourd'hui. Il aura fallu un an de discussions tendues entre syndicats et patronat pour aboutir à un accord et renoncer aux 35 heures. Dans la balance, la survie du site. C'était quand même une menace de fermeture d'usine. Un site qui n'investissait pas depuis 10 ans. 10 ans sans investissement, on était au bord du gouffre. Et en échange de cet accord, on a obtenu non seulement les 92 €, on a obtenu 6 jours de RTT, il ne faut pas l'oublier, en plus. On a obtenu la journée de solidarité payée. On a obtenu des investissements énormes qui arrivent, qui se font, je ne sais pas si vous avez vu, mais les investissements arrivent. Et surtout, les 130 embauches. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a obtenu 130 embauches dans l'accord. Christophe fait partie de ces nouveaux embauchés. Longtemps intérimaire, il travaille aujourd'hui à l'atelier finition, son CDI en poche. Nous, on était inquiets de ne pas passer aux 40 heures, justement. Nous, ce qu'on voulait, c'était les 40 heures. Parce qu'on savait que par cela, on sera embauché, que après, tout change. Une fois qu'on a une embauche, la vie, elle change. On a des projets, quoi. Donc, non, c'est bien, quoi. Ça a été bien organisé, ça a été fait correctement, quoi. Si la CFTC majoritaire a signé l'accord sur les heures supplémentaires, les syndicats étaient divisés. La résistance s'est organisée ici, dans les bureaux de la CGT. Encore aujourd'hui, elle n'accepte pas ce qu'elle considère comme un recul social. Je vous dis, on n'est pas dupes. Si vous pensez qu'on peut sauver une boîte en travaillant une journée de plus par mois, pourquoi tous les patrons font pas ça? Au sein du groupe Continental, les deux usines françaises faisaient figure de mauvais élèves. Plus cher, travaillant moins de 40 heures.
Pour l'entreprise, l'accord sur les heures supplémentaires était indispensable pour s'aligner au moins sur les sites allemands ou américains. Aujourd'hui, nous sommes toujours les plus chers malgré cet accord, ce qui n'est pas suffisant, mais la deuxième partie de l'accord, c'est surtout un plan d'investissement important que le groupe nous a accordé, qui permet de moderniser le site d'une part et d'investir dans des équipements nous autorisant la production de pneus de plus grande valeur ajoutée. L'usine de Clairoy est-elle pour autant sauvée avec ce passage à 40 heures et ses pneus haute qualité? Avec la concurrence de la Roumanie ou de la Chine, le groupe continue de fermer des sites. Pour l'instant, dans l'Oise, le bonheur est toujours dans le pneu, mais l'avenir reste incertain. Nous sommes dans une PME parisienne. Ici, une dizaine de salariés fabriquent et restaurent des vitraux. Tout le monde fait des heures supplémentaires. Ces salariés gagnent en moyenne 100 € de plus par mois. Éric Heyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE. Alors, le slogan « Travailler plus pour gagner plus » a séduit beaucoup de Français. Est-ce qu'on peut dire que les salariés sont gagnants ? Alors les salariés seraient gagnants en fait potentiellement, puisque effectivement c'est bien plus rentable pour un salarié de faire des heures supplémentaires à l'heure actuelle que avant la mise en place de ce dispositif. Mais il faut tout de même rappeler que les heures supplémentaires en France, il y en a en gros entre 700 et 900 millions par an, et que seul un tiers des salariés font des heures supplémentaires. Vous avez beaucoup d'entreprises où les heures supplémentaires ont été un peu bannies. Pourquoi ? Parce que avec les accords au bris sur les 35 heures, les entreprises ont annualisé le temps de travail, c'est-à-dire que ce n'est plus 35 heures hebdomadaires, mais 1600 heures sur l'année. Selon les besoins de l'entreprise. Et selon les besoins de l'entreprise. Une semaine, elle peut vous faire travailler 18 heures et la semaine suivante jusqu'à 48 heures sans vous payer d'heures supplémentaires. Donc, c'est pas tous les salariés qui vont bénéficier de cette loi. Alors, cette réforme, elle coûterait, selon le gouvernement, de 5 à 6 milliards d'euros. Est-ce qu'elle rapporte plus qu'elle ne coûte ? Non, malheureusement, pour le gouvernement, cette réforme va coûter plus cher que ce qu'elle ne rapporte. Et on peut l'évaluer à 0,2 points de PIB d'augmentation du déficit lié à cette réforme-là. Donc elle va creuser les déficits. Donc elle va creuser les déficits, même si elle va permettre à l'activité de s'améliorer. Donc il y a bien un choix entre on soutient l'activité en creusant les déficits, c'est bien le choix qui est fait avec cette mesure-là. Si je comprends bien, le gouvernement parie sur une forte relance de la croissance pour financer le déficit. Leur idée est que ça va soutenir énormément l'activité et donc les recettes fiscales vont être suffisantes pour financer cette loi. Ça me semble être un pari très très risqué. Et globalement, est-ce que c'est une bonne affaire pour l'État cette mesure ? Je pense que globalement, c'est pas une bonne affaire. Je pense que c'est relativement idéologique parce que ça vient d'une proposition du candidat Nicolas Sarkozy qui était tout de même sur le thème « On ne travaille pas assez en France ». Donc il faut relancer alors il faut pas revenir complètement sur les 35 heures, mais donc il faut tout de même augmenter la durée du travail. Et comment on fait pour augmenter la durée du travail sans renoncer aux 35 heures ? Ça passe bien par les heures supplémentaires. Mais ça coûte cher. Mais ça coûte cher. Les heures supplémentaires sont proposées par les employeurs. En moyenne, 4 entreprises sur 10 ont recours au dispositif, essentiellement le bâtiment, le transport, l'hôtellerie-restauration ou encore l'industrie. Les entreprises bénéficient d'une aide forfaitaire. Elle varie selon leur taille. 1,50 € par heure pour les moins de 20 salariés, 50 centimes au-delà. Selon le gouvernement, la réforme est un succès. De plus en plus d'entreprises auraient recours aux heures supplémentaires. Y ont-elles vraiment intérêt ? Nous avons posé la question à plusieurs patrons. Reportage à Paris, image signée Flora Sauvage. Un vieil immeuble situé au cœur de Paris. Vu du 5e étage, l'exercice est comme qui dirait périlleux. Ces ouvriers sont en train de refaire la plomberie et le temps presse. Les travaux doivent être terminés dans 10 jours. Messieurs, bonjour. Vous en êtes où ? Ça se finit ? Patrick Debarle est à la tête de cette entreprise familiale. Il a plusieurs chantiers dans la capitale, mais en raison du manque de main-d'œuvre, ce patron ne peut pas répondre à toutes les demandes. Roger est là-haut. Dans le bâtiment aujourd'hui, compte tenu de la conjoncture, nous n'avons pas la main-d'œuvre qualifiée pour faire les travaux extrêmement spécialisés que nous avons à faire. Et je ne vais pas la trouver ni dans les étrangers, ni dans les intérims, ni dans le travail au noir. Donc je suis obligé de demander à mes gens de
travailler plus pour produire plus. Et à ce moment-là, l'entreprise y gagne, eux y gagnent. Les heures supplémentaires, il en a besoin. Ce chef d'entreprise a toujours adhéré au principe du travailler plus pour gagner plus. Il attendait beaucoup du nouveau dispositif. Moi, quand j'ai commencé à travailler, il y a longtemps, on faisait beaucoup plus d'heures que ça. On n'en est pas mort, hein, vous savez. Alors, est-ce que c'était certainement trop? Mais on n'en est pas mort. Dans le bâtiment, on les faisait, on en avait besoin. Il y a un juste milieu à trouver. Et l'intérêt de ce départ de cette mesure d'avoir, entre guillemets, cassé les 35 heures, c'est que ça repermet une discussion. Une discussion qui était figée, qui était bloquée, parce que la loi disait c'est 35 et on n'en sort pas. Mais il est déçu. Au final, les heures supplémentaires lui coûtent trop cher. Au-delà de 35 heures, les chefs d'entreprise doivent payer leurs salariés 25% de plus. Donc est-ce qu'on regarde Ferrara avant qu'on mette en place? Il avait un salaire de 2760 brut et il est passé à un salaire de 2865,13 en brut. Pour 10 heures supplémentaires, l'entreprise débourse 100 €. Malgré l'aide de l'État, ce patron juge l'addition salée. L'aide de l'État est totalement insuffisante et complètement anecdotique, puisque quand moi je vais dépenser 100 €, je vais donner 100 € sonnant et trébuchant à un de mes techniciens, l'État va me compenser de 10 €. Donc vous voyez que économiquement, ce n'est pas pour moi une bonne affaire. Autre lieu, autre ambiance. Ici, l'outil de travail, c'est Internet. Cette start-up parisienne vend des solutions de voyage aux entreprises, du sur-mesure. Bonjour Marine. Sur le salon Red Coast, on a confirmé. Tout est bon? Tout est bon, tout est d'accord. Le temps de travail de ses employés n'a pas changé. Ils effectuaient déjà 3 heures de plus par semaine, des heures désormais mieux rémunérées. On peut observer le cas concret de Marine, qui, avant l'application de la loi, avait un net à payer de 1745. Et après l'application de cette loi, son net à payer se monte à 1838. Donc un gain d'exactement 93 € sur le net à payer mensuel. C'est évidemment avantageux pour les chefs d'entreprise dans la mesure où ce qui est bon pour les salariés est évidemment le plus souvent bon pour les entreprises et pour les employeurs. Mais il y a quand même une ombre au tableau. Ici, ce n'est pas le coût des heures sup qui pose problème, mais la complexité du dispositif. Nabil El Aroussi a dû faire appel à son expert comptable. Je ne crois pas que, à moins d'être expert comptable hautement diplômé comme Benoît, on puisse affirmer qu'on a tout compris sur la loi TEPA. La première fois que j'ai lu la circulaire, je me suis arrêté à la deuxième page parce que c'était effectivement assez complexe. Vous savez, c'est un texte qui traite d'heures supplémentaires. Sur les 10 dernières années, en France, on a énormément parlé de temps de travail. Donc un texte supplémentaire sur le temps de travail, vous imaginez qu'il ne se met pas en œuvre aisément. Et ce n'est pas terminé. Le gouvernement prévoit déjà une nouvelle réforme du temps de travail. Aujourd'hui, le nombre d'heures supplémentaires est limité à 220 heures par an. Désormais, les patrons pourront aller au-delà. Alors, on l'a vu dans le reportage, pour les chefs d'entreprise, la réforme sur les heures supplémentaires n'est pas forcément une bonne affaire. Financièrement, est-ce que ce dispositif est avantageux pour les patrons? Oui, alors on a envie de dire les gros déçus sont plutôt les chefs d'entreprise, parce que globalement, le candidat Sarkozy avait promis non seulement que ça rapporte plus aux salariés s'il fait une heure supplémentaire, mais aussi que le chef d'entreprise ait intérêt à le faire. C'est-à-dire qu'il avait promis qu'une heure supplémentaire coûterait moins cher qu'une heure normale. Or, en arrivant aux affaires, ils se sont rendus compte que ça allait coûter très très cher à l'État de baisser fortement le coût sur les heures supplémentaires. Et donc, du coup, a fait une loi qui est relativement neutre pour les chefs d'entreprise. Même dans certains cas de figure, une heure supplémentaire coûte plus cher maintenant qu'avant la mise en place de ce dispositif. C'est les entreprises, ce sont les petites entreprises de moins de 20 salariés qui payent les salariés au-delà de 1,3 fois le SMIC. C'est un peu technique, mais globalement, dans certains cas, c'est pas du tout rentable, même c'est beaucoup plus cher pour l'entreprise. Alors, la circulaire sur les heures supplémentaires a donné certaines sueurs froides à des chefs d'entreprise. Ils la jugent trop compliquée. Est-ce que cette réforme est une usine à gaz ?
un petit peu comme un peu toutes les réformes malheureusement en France, c'est un peu une usine à gaz. Mais on voit bien que là, pour le coup, il y a le chef d'entreprise qui doit remplir pour lui-même, c'est-à-dire pour bénéficier des baisses de charges employeurs, mais pour que son salarié bénéficie également de réduction de charges et de défiscalisation en termes d'impôt sur le revenu, c'est encore une fois au chef d'entreprise de le remplir. Les petites entreprises qui ne disposent pas en fait de département de ressources humaines, c'est très compliqué pour eux. Ils sont pas sûrs de bien comprendre la loi et c'est pour ça que tous les chefs d'entreprise n'ont pas recours à ce genre de dispositif. Le gouvernement explique que la réforme fonctionne, le nombre d'heures supplémentaires aurait augmenté de 28%. L'opposition dit que ce n'est pas le cas. On est perdu dans cette bataille de chiffres. Est-ce que le nombre d'heures supplémentaires a réellement augmenté ? Alors, il y a deux sources différentes, mais on voit bien qu'il y a l'ACOS, qui est l'organisme qui est censé recenser justement les heures supplémentaires. Ce que dit l'ACOS à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation des heures supplémentaires. C'est qu'on reste sur un volume par trimestre qui est proche lorsque l'on ramène en rythme annuel, de 700 millions d'heures supplémentaires dans une année. Alors, le gouvernement communique énormément sur un autre chiffre qui est de plus 28%. Il me semble que la réalité, c'est que les heures supplémentaires n'ont pas augmenté en France. Alors, ça ne veut pas dire que ce dispositif ne marche pas. Ça veut simplement dire que la conjoncture n'est pas bonne et qu'en période de conjoncture, il est normal qu'il y ait moins d'heures supplémentaires. Et donc, il ne fallait pas s'attendre à un bond, et notamment pas un bond de 28%. C'était complètement ridicule de communiquer sur ce chiffre-là. Et donc, voilà. Donc, il faudra de toute manière attendre un peu plus longtemps pour faire un bilan. Les Français travailleraient moins qu'ailleurs, on en est tous convaincus. Eh bien, on a tort. En fait, nous travaillons en moyenne 41 heures par semaine. C'est moins que le Royaume-Uni, mais c'est plus que la Finlande ou même les Pays-Bas. En Hollande, le temps libre est sacré. Près d'un habitant sur deux travaille à temps partiel. En moyenne, 4 jours par semaine. Un record en Europe. Reportage au nord d'Amsterdam. Des images signées Pierre Bonjoseph. Hi. Schikt het nu of niet? Weet je waar ik op pijlen ben? Non. Lidwige est consultante dans une grande entreprise. Comme chaque jour, elle enchaîne les rendez-vous. Cet après-midi, direction Amsterdam. On est pressé comme d'habitude, c'est le quotidien des consultants. Alors la meilleure chose à faire en conduisant, c'est de regarder la route bien sûr. Mais j'en profite aussi pour travailler, contacter mes collègues. Je n'ai pas de temps à perdre. Mais cette mère de famille prend aussi le temps de vivre. Nous sommes jeudi, encore quelques heures et c'est le week-end. C'est une belle journée parce qu'il fait beau et parce que c'est mon dernier jour de travail. Demain, je suis en congé. Je travaille 4 jours par semaine, donc le vendredi, je suis à la maison. Lidwige a choisi de travailler à temps partiel, 32 heures par semaine au total, un rythme qui lui permet de concilier vie professionnelle et vie familiale. Je travaille à temps partiel depuis maintenant 4 ans et l'année dernière, j'ai obtenu une promotion. Je suis passé directeur du département environnement. Ce qui compte, c'est ce que vous faites, si vous êtes efficace. Ça ne sert à rien de travailler 5 jours si vous n'êtes pas productif. Elle n'est jamais au bureau le vendredi. Ses collègues le savent. Ils se sont adaptés à son rythme de travail. Oui, je m'y suis fait. Je sais qu'elle n'est pas là le vendredi. C'est pas un souci pour mon agenda. Ça veut juste dire que je dois absolument être là le jeudi ou le lundi. C'est vraiment pas un problème. Lidwige n'est pas un cas isolé. Dans cette entreprise, un salarié sur 3 travaille à temps partiel, des femmes mais aussi des hommes. À l'heure du déjeuner, on fait les comptes. Qui travaille à temps plein et à temps partiel? Four part-time. Happy people. 2 full-time. Ja, dat is de verhouding hè, bij elkaar dus. Oui, c'est ça, à peu près la moitié. Alors pourquoi est-ce que tu travailles à temps partiel? Attends, la réponse est simple, je veux rester à la maison avec mes enfants. Il y a 5-6 ans, quand je demandais à passer une journée avec ma famille, mon chef me disait « Hey David, c'est pas très bon pour ta carrière ». Aujourd'hui, si vous posez la même question, c'est tout à fait normal. Mais la grande différence, c'est que vous êtes quand même beaucoup moins payé. Ouais, c'est une sacrée différence quand même. Une différence de taille, surtout pour ceux qui débutent leur vie professionnelle et dont les salaires sont moins élevés. La plupart de ces jeunes consultants préfèrent rester à temps plein, 40 heures par semaine.
Bien sûr que l'argent c'est important, tout le monde fait comme si c'était pas important, mais ça compte. Sans un bon salaire, vous pouvez pas profiter de la vie. Temps plein ou temps partiel, la Hollande est l'un des rares pays en Europe où les salariés peuvent choisir leur temps de travail à la carte. Là, c'est Reda, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Sylvia est directrice des ressources humaines. Elle doit jongler avec les emplois du temps de chacun, un vrai casse-tête. Ça ressemble à un puzzle, c'est vrai, mais si les salariés sont plus heureux, eh bien ça vaut la peine de faire ce puzzle. Moins de stress, moins d'absentéisme. Au final, les entreprises ont tout intérêt à jouer le jeu. La plupart des salariés, surtout les hommes, pensent qu'il faut travailler 5 jours par semaine pour faire carrière. Eh bien, pas du tout. Chez nous, c'est différent. Travailler 4 jours, ça n'empêche pas de faire carrière. Contrairement à la France, la Hollande traverse une période de plein emploi. Les salaires sont élevés, du coup, le temps partiel est attractif. Nous sommes à La Haye, là où siège le gouvernement. Rencontre avec un trio de charme. Ces drôles de dames sont à la tête du FNV, 1,5 million d'adhérents. Le principal syndicat du pays a toujours milité en faveur des 32 heures. En Hollande, c'est le modèle du 1,5. Le père travaille à temps plein, la mère est à temps partiel. Nous, les syndicats, on encourage le temps partiel, la semaine des 4 jours. Bien sûr, il faut que les femmes et les hommes soient sur le même pied d'égalité. Oui, mais les limites de ce modèle, c'est quand la femme se retrouve seule. Alors, celle qui travaille à temps partiel n'a plus assez d'argent pour vivre. Hello. Lydwige, elle, peut se permettre de gagner un peu moins, c'est un choix. Elle consacre ainsi plus de temps à ses enfants, Luc et Lisa. Vous voyez que c'est pas toujours drôle de revenir à la maison après une longue journée de travail. C'est quand même mieux de voir ses enfants pendant la journée plutôt que le soir, juste avant de les coucher au moment où ils sont fatigués. En Hollande, un homme sur 5 travaille à temps partiel, c'est beaucoup plus qu'ailleurs. Lex, le mari de Lydwige, est passé aux 32 heures après la naissance de leur premier enfant. C'est toujours bien d'avoir de l'argent, mais vous passez quand même à côté de beaucoup de choses. Quand vous ne voyez pas vos enfants, ça sert à quoi de faire des semaines de 80 heures? Les enfants, c'est sacré. Travailler, toujours travailler, ça sert à rien. Retour à Amsterdam, au siège de Het Financial Dagblad, le premier quotidien économique du pays. À la une des journaux, le financement des retraites, problématique car la Hollande ne compte pas assez d'actifs. Pour Jaboud, l'un des rédacteurs en chef, l'augmentation du temps de travail est inévitable. En Finlande, ils travaillent vraiment beaucoup plus et ils travaillent plus longtemps, jusqu'à 68 ans, enfin quelque chose comme ça. Pour nous, c'est vraiment un exemple à suivre. Il y a du temps partiel en Finlande? Non, seulement du temps plein. C'est vraiment, on travaille à temps plein dans ce pays. Pour payer les retraites, la Hollande doit trouver de nouvelles sources de financement. L'augmentation du temps de travail est l'une des pistes étudiées par le gouvernement. Mais dans un pays où le temps libre est sacré, la mesure aura sans doute du mal à passer. Nous sommes toujours dans une entreprise de fabrication de vitraux. Les salariés ici travaillent 39 heures. L'idée que les Français travaillent moins qu'ailleurs est-elle une idée fausse? Oui, c'est une idée qui est complètement fausse. Alors, globalement, si on prend maintenant un salarié moyen en France, il travaille 10% de plus qu'un Allemand, il travaille 17% de plus qu'un Pays-Bas. Alors certes, il travaille moins qu'un salarié américain ou un salarié anglais. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'un salarié, tout au long de sa vie, aura travaillé moins en France
qu'ailleurs dans quasiment tous les pays. Pourquoi? Parce qu'il sera arrivé beaucoup plus tard sur le marché du travail et il sera sorti aussi beaucoup plus tôt du marché du travail. Donc sa durée dans l'activité... On travaille moins longtemps sur la durée de vie. On travaille moins longtemps. Donc le problème n'est pas une question de durée annuelle du temps de travail. Est-ce qu'il faut augmenter? Est-ce qu'il faut inciter à faire plusieurs supplémentaires? C'est pas le problème de la France. Le problème de la France, c'est au contraire inciter les jeunes à arriver plus tôt sur le marché du travail et inciter les entreprises à garder plus longtemps les seniors dans l'activité, et auquel cas, on pourra dire qu'on travaillera autant que les autres. Aux Pays-Bas, on l'a vu dans le reportage, le temps partiel, la semaine des 32 heures, c'est très développé. Est-ce que c'est une bonne chose, à votre avis? Alors, c'est une bonne chose. Effectivement, si l'objectif, c'est de faire réduire le chômage, et d'arriver au plein emploi très rapidement, c'est une façon de faire. Enfin, c'était l'idée des socialistes aussi, c'est de baisser le temps de travail. Il y en a qui le font en baissant la durée légale. Aux Pays-Bas, ils ont décidé de le faire en recourant massivement au temps partiel. Bon, donc voilà, et effectivement, ils sont au plein emploi à l'heure actuelle, avec un taux partiel de quasiment 50%. Et donc on peut dire qu'ils ont gagné, ils sont au plein emploi, bravo. Maintenant, on s'aperçoit que ce taux de les personnes à temps partiel, c'est essentiellement un temps partiel féminin, et qu'on s'aperçoit que certaines femmes ont des aspirations autres que de s'occuper de leurs enfants ou de s'occuper de leur famille, mais également de faire carrière, et elles aimeraient avoir une durée du travail bien supérieure. Et donc il y a des personnes... Mais souvent quand même c'est très valorisé le temps partiel aux Pays-Bas. Ça n'empêche pas de faire carrière tout le temps, on l'a vu dans le reportage. Ça n'empêche pas parce qu'ils sont au plein emploi. Donc effectivement quand on est quand on arrive au plein emploi, le temps partiel est un peu plus valorisé dans l'entreprise. La tendance est au travailler moins aujourd'hui ? C'est pas une tendance d'aujourd'hui, c'est une tendance séculaire. On travaille moins, effectivement. Il faut quand même avoir en tête que tous les pays de l'OCDE, mais tous les pays ont vu leur durée du travail diminuer si on prend une période de temps d'une cinquantaine ou même d'une centaine d'années. Il y a du progrès technique. Qui dit progrès technique dit plus de productivité. Et donc vous avez besoin de moins de personnes, moins longtemps pour produire la même chose. Et donc c'est ça aussi le progrès, c'est finalement arriver à travailler moins longtemps pour produire la même chose, voire même un peu plus. Mais alors avec notre travailler plus pour gagner plus, on est à contre-courant en France? Je pense qu'on est à contre-courant des pays qui ne sont pas au plein emploi. C'est-à-dire que les seuls pays où on voit une petite augmentation de la durée du travail, ce sont les pays qui ont atteint le plein emploi. Effectivement, quand vous êtes au plein emploi et que vous avez un supplément d'activité, vous ne pouvez pas vous retourner vis-à-vis des chômeurs et leur dire voilà, il faut venir travailler avec nous, et donc vous êtes obligé d'augmenter la durée du travail de vos salariés. Là, on est encore assez loin du plein emploi, même si on s'y rapproche, et donc il est trop tôt d'augmenter la durée du travail. Enjeu d'avenir, c'est fini. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Public Sénat. Vous souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD? Rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Et tout de suite, ensemble, le rendez-vous du handicap avec Caroline Deschamps et Julia Kristeva.